Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec toi, Raphaël. Je suis trop contente que tu sois là. Merci d'être venu. Bonjour Marine, je suis content d'être là aussi. Bah super. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ta carrière professionnelle en tant qu'écrivain. Donc, j'ai appris du coup que tu avais écrit 5 livres. On va en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'étais devenu écrivain ? Est-ce que c'était une vocation ? Je sais pas, est-ce que depuis tout petit tu voulais faire ça ? Comment t'en es venu à écrire ton premier livre ? Alors, c'était pas une vocation. Même si d'aucuns diraient que le fait d'avoir fait des études littéraires c'était comme une vocation, mais je me disais pas depuis tout petit je vais écrire des bouquins. Mais du coup t'étais quand même dans une voie littéraire, c'est ça ? T'avais fait des études Oui, j'ai un bac littéraire. Donc t'aimais quand même un peu l'univers. Bah donc j'ai lu pas mal de livres et ça pouvait me titiller d'en écrire, mais c'était pas un objectif de vie. C'est plus arrivé comme ça, on va dire, pas par opportunité, mais ça s'est développé, on va dire, chez toi. C'est arrivé par envie d'écrire. J'avais envie d'écrire sur ce sujet-là et il se trouve que ça a fait un livre. Oui, c'est. J'ai vu que du coup tous ceux que t'as écrits, c'était dans une période assez courte. Alors je sais pas si les dates sont exactes, mais j'avais vu c'est entre 2016 et 2019. Oui, alors après c'est les dates de publication et tu peux sortir un bouquin qui est publié en 2019 et qui a été écrit en 2005. D'accord, parce qu'en fait, vu les dates, je me disais mais en seulement 3 ans, je me suis dit c'est beaucoup. Oui, mais c'est le moment où ça sort. Ça veut pas dire que t'as mis si peu de temps pour les écrire. Donc est-ce que tu les avais écrits simultanément ou est-ce que c'est comme tu dis, t'as mis du temps, J'ai mis du temps, il faut compter entre 1 à 3 ans pour chacun des ouvrages. Sauf pour la poésie où ça peut même être plus long. Dans les ouvrages, ah oui, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent quand même, les ouvrages, donc c'est, alors j'ai vu, il y en a 2 qui sont philosophiques. Oui. Et sur les 5 dont on parle, est-ce que tu peux nous dire du coup, il y en a 2 de philosophie et les 3 autres, c'est quoi ? Il y en a 2 de philosophie. Il y en a 2 qui ont des thèmes philosophiques. C'est pas des ouvrages de philosophie au sens où tu les trouverais au rayon philosophie à la Fnac, par exemple. D'accord. Et les 2 autres... C'est des romans, du coup ? Pour pas me tromper. Il y en a un, le premier que j'ai écrit, où c'est comme un conte philosophique. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été qualifié par un ami qui l'avait lu. D'accord, ok. Donc, plus dans les contes. Enfin, pour catégoriser, je sais pas si... c'est pas une BD, quoi, c'est vraiment un livre. Vraiment du texte. Oui, voilà. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Après, il y a 2 romans et 2 recueils de poésie. Donc ça fait 6. Non, je plaisante. Non, ça fait 5. Non, c'est moi. Ça fait 5 ? Ouais, c'est moi. Non, mais moi, j'ai pas fait mathématiques. Ok, et donc tu fais ça parce que tu tombes un petit peu dedans. Est-ce que du coup t'es un grand lecteur encore aujourd'hui, un consommateur de livres ? Oui, quand j'ai le temps. Ouais, ok. Oui, quand même. Ok. Est-ce que toi non mais moi aussi en plus je suis une grande lectrice. Est-ce que toi t'as un style particulier de ton préféré ? J'ai 2 styles préférés qui sont vraiment un bouquin de philo et de la science-fiction. Je crois que j'ai jamais lu soit de romans philosophiques, j'ai jamais lu de thème philosophique, je crois, dans ma vie. Même à l'école ? Bah je sais plus. Peut-être à l'école. Je me souviens pas peut-être. Parce qu'à l'école, dans le tronc commun, il y a quand même de la philo. Oui, alors c'est vrai que moi j'avais... Sauf si t'as lu aucun des bouquins de... Ouais, et c'est exactement ça. Non, moi j'avais juste, vu que j'étais en ES, en économie au lycée, c'était juste, du coup, nous en terminale, c'est les L qui avaient beaucoup de philo. Mm-hmm. Et moi en terminale, j'avais, je sais plus, c'était 1 heure par semaine, je crois, 1 ou 2 heures
Mais non, j'ai pas lu les livres. C'est vrai que Bravo. c'était. En fait, c'est super intéressant, mais par contre, ça, quand on en parle entre personnes, je veux dire, mais c'est vrai que écouter écouter un cours de philo, c'était peut-être pas le bon prof, mais c'était pas. Ouais, c'était peut-être le prof aussi qui était pas, je sais pas, qui donnait pas trop envie, quoi. Ça paraissait assez lunaire, mais je pense que c'était peut-être le prof. Ça joue beaucoup. Alors du coup, pour publier ces livres, donc tu mets 1 à 3 ans, ce qui est beaucoup de travail. Est-ce que tu avais une méthode de travail, par exemple, je sais pas, tu dois absolument écrire 1 heure par jour, ou est-ce que c'était, tu écrivais quand tu voulais? Est-ce que tu avais une méthodologie? C'était, j'écrivais quand je voulais, mais je me forçais quand même à rester assis sur la chaise ou devant le cahier ou devant l'écran, à réfléchir au sujet et à essayer d'écrire quelque chose quand même chaque jour. Sinon, tu te retrouves à jamais rien écrire, à toujours trouver mieux à faire. Ouais, à repousser. Ok. Est-ce que tu t'étais mis une deadline ou pas du tout? Non, pour Non. aucun des ouvrages. Et est-ce que tu avais, pour les deux, par exemple pour les 2 romans, est-ce que tu avais déjà écrit la fin? Est-ce que pareil, tu avais une méthodologie ou est-ce que je sais pas, est-ce que Non. je sais pas. Après, je pense que malheureusement, ça se ressent sur les ouvrages, mais j'avais même pas écrit la structure avant. C'est-à-dire que j'écrivais au fur et à mesure l'histoire et il fallait que ça m'intéresse aussi. Si j'avais tout écrit avant, je me serais ennuyé. Ah. Attends, j'essaie de cogiter la phrase que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il fallait que toi aussi tu sois surpris par ton écriture, c'est ça? Oui, c'est un peu l'idée. Mais je pense que c'est plus sérieux d'écrire la structure quand même d'abord. Je l'ai fait depuis sur des écritures de théâtre avec une amie. Ouais. Et ouais, c'est plus carré. Bah après, oui, je m'y connais pas. Est-ce que c'est très différent parce que c'est du théâtre ou rien à voir, c'est juste, peu importe ce que t'écris, c'est mieux que ce soit structuré? Je pense que peu importe ce que t'écris, c'est mieux si c'est structuré avant parce que ça t'évite quand même de te perdre et ça cadre quand même le résultat final. Ok. Parce que je sais pas, un jour j'aimerais bien moi écrire mes mémoires, mais plus tard, tu vois. Je sais pas, raconter ma vie. Et je m'étais posé cette question, est-ce que j'écrirais, au moins des chapitres, tu vois, au moins un petit peu. Je sais pas. Bah, des mémoires, à moins de les thématiser, c'est facile, il suffit de suivre le cours de ta vie. Oui. C'est déjà structuré limite. Mais en fait, c'est parce que j'écoutais il y a pas longtemps un podcast sur une Française qui maintenant est aux États-Unis, une auteure. Et en fait, elle disait qu'à chaque fois, elle écrivait en premier, elle écrit la fin. Et j'avais trouvé ça surprenant. J'avais trouvé ça marrant, tu vois, voilà, comme méthodologie. Après, je pense chaque écrivain a son. Oui, puis ça dépend peut-être aussi du thème. Je sais que sur les policiers, par exemple, c'est beaucoup le cas parce que tu écris la fin et tu construis tout le par rapport à la fin, là où tu veux arriver. Ouais, c'est vrai qu'il y a une intrigue. Non, mais voilà, c'était une question intéressante, je savais pas. Est-ce que tu as un préféré? Est-ce que tu as un de tes ouvrages que tu préfères un peu plus que les autres ou pas? Ouais, le dernier de poésie. Je pense que c'est l'attachement l'investissement émotionnel dans les poèmes, et comme c'est les derniers, c'est ceux qui sont les plus frais. D'accord. Il y a aussi une question de forme. Quand je regarde les extraits du premier recueil, je me dis ça va pas du tout. Il manque un pied là, il manque un pied. Le premier de poésie, tu veux dire? Oui, vu que c'est une version 2, c'est plus travaillé, tu trouves? Le dernier que t'as écrit? C'est pas qu'il est plus travaillé, c'est que le résultat ressemble plus à un alexandrin en bonne et due forme. D'accord. Et du coup, ce que tu viens de dire, tu y mets plus du tien dans la poésie que dans un livre. Est-ce que c'est personnel à toi ou est-ce que c'est tout le monde? J'ai jamais écrit de poésie, hein, je sais pas. C'est vraiment une question. Pas plus du mien, mais ouais. C'est pas le même mien. D'accord. Oh, c'est beau comme réponse. Ok. Du coup, donc tu as publié ces livres. Est-ce que tu as dû démarcher des maisons d'édition? Oui. J'ai dû démarcher des maisons d'édition et c'est pas la meilleure partie pour un auteur. Bah j'imagine, c'est pour ça que j'ai noté. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que tu veux me dire comment c'était? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est long? C'est très. Comment tu fais en fait pour
Bah, soit tu écris aux maisons d'édition que tu connais, soit il y a des annuaires des maisons d'édition et tu leur envoies le texte. Il y en a qui acceptent des envois libres tout au long de l'année. Il y a des maisons d'édition où il faut que l'envoi corresponde à leur recherche du moment, à un concours par exemple, à un appel à texte qui est sur un thème ou sur une forme même, ou les deux. D'accord. C'est ouais, t'es un petit peu obligé de te plier au... Selon la maison d'édition, oui. Okay. Mais les grandes maisons d'édition, si tu prends Gallimard par exemple, ils avaient fermé à un moment pendant plusieurs mois, mais sinon, dans l'idée, c'est toujours ouvert à tous les textes. Bah ouais, ça me paraît plus logique parce que... Enfin, je sais pas, la créativité, elle est tout au long de l'année, tu vois. Il y a pas de... Enfin, il y a tout... C'est une question de timing dans la vie, donc pourquoi, si c'est le bon timing, pourquoi attendre 8 mois? Enfin, je sais pas, je comprends pas, je suis étonnée. Parce qu'une maison d'édition, c'est pas la créativité, c'est le commerce. Ils sont oui. là pour vendre des textes, ils sont pas là pour... Oui, mais ceux qui viennent chez eux comme toi, bah du coup, c'est plus la créativité, non? Oui, mais c'est de la matière première pour eux. Ah, je savais pas, je pensais que c'était tu envoies quand tu veux... Et pas revenez je sais pas, il reste dans 5 jours, c'est bon, tu vois, enfin, je sais pas. Après, ça dépend aussi si c'est un premier texte chez eux ou si tu es déjà un auteur sous contrat chez eux. Si t'as déjà un contrat avec eux, ben tu vas avoir un directeur de collection, quelqu'un avec qui tu as l'habitude de travailler et à qui tu vas présenter ton texte, un référent pour toi en fait. Oui, après t'es déjà connu, etc. Ok, et du coup, imagine, non, toi c'est arrivé, tu trouves une maison d'édition. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est un milieu complexe dans le sens où quand t'as une édition, tu y restes, ou est-ce que t'as le droit de, je sais pas, d'en avoir une deuxième, ou est-ce que c'est très fermé, tu sais, comme Généralement, quand tu es dans une maison d'édition, tu es engagé à leur présenter au moins le prochain texte. Enfin, c'est même 2 ou 3 textes suivants, mais à leur présenter le texte. Et s'ils n'en veulent pas, tu as le droit d'aller ailleurs avec. Ok, ouais, donc t'as quand même. C'est dans ton contrat. Ouais, ça reste un contrat quand même, un peu comme peut-être les labels de musique. Aujourd'hui, tu ne fais plus du tout ce métier, enfin cette vocation en tout cas. Enfin, ça se trouve, oui, tu écris toujours. Je sais pas, est-ce que tu écris encore? Oui, j'écris encore. J'ai de moins en moins de temps pour le faire, mais j'écris encore. C'est juste que je publie pas pour l'instant. Oui, puis il faut avoir le temps, mais je comprends. Mais donc aujourd'hui, tu es développeur. C'est ça. Est-ce que je peux te demander pourquoi cette reconversion, vu que moi, objectivement, je trouve que c'est les deux opposés un peu deux univers différents. C'est 2 univers très différents et il y en a un qui paye beaucoup mieux que l'autre. D'accord, ok. Est-ce que c'est que pour ça? Enfin, est-ce que tu aimes, oui, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien, tu vois, Il y a quand même de la créativité dans le développement, à mon sens. Si tu fais que... Enfin, tu peux pas faire appliquer... c'est pas appliquer une formule mathématique du développement, c'est prendre un problème, savoir que tu as tel langage de programmation ou tel autre langage de programmation qui peut t'aider à résoudre ton problème et l'appliquer de la manière la plus efficiente possible. Ouais. En ayant aussi une interface pour l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de zones où tu peux avoir de la créativité quand même. Oui, ça, tu solutionnes, t'apportes quand même quelque chose à ton utilisateur. Est-ce que tu comptes republier un jour? Oui. J'ai des textes de théâtre qui sont en attente. J'ai de la poésie qui n'est pas publiée. Okay. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres. Mais Le théâtre, du coup, c'est nouveau? Est-ce que c'est un nouvel exercice pour toi ou ça y est, t'es rodé Pas si nouveau parce que c'est écrit avec une amie. Okay. Et on en est au 3e texte qu'on écrit. Donc ça commence à faire quelques années. Ah, c'est sûr. En fait, c'est trop bien parce que t'es très diversifié. Est-ce que ça te plairait d'écrire un film, par exemple, si on te propose, ou est-ce que pas du tout, c'est très différent Je pense que ça me plairait pas forcément parce que ce qui m'intéresse dans le texte, c'est le texte. Alors que le film, il faut déjà le penser en tant qu'objet cinématographique. C'est un objet visuel. Ouais, c'est vrai, c'est très différent. Le texte est relativement secondaire dans ma perception de la chose. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Ça doit pas être la même chose. J'essaie de me mettre à la place d'un écrivain, que ce soit un livre ou un film, ça doit pas être... ça doit pas être la même créativité. C'est vrai. Pourquoi... Enfin, je sais pas comment formuler, mais pourquoi la philosophie? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce que t'as un truc à me dire là-dessus pourquoi ce thème? Est-ce que c'est... Ce thème sûrement parce que j'ai fait des études de philo.
Ok. Pragmatique. Et ensuite, pourquoi la philosophie en elle-même? Parce que pour moi, la philosophie est la mère de toutes les disciplines. Au sens où si tu fais de la philosophie, au sens de ce qui s'appelle philosophie, c'est-à-dire une recherche de sagesse, mais en tant que complétude du savoir, pas en termes de sagesse du dimanche, il vaut mieux dormir avec la jambe pliée ou sous l'oreiller parce que tu dormiras mieux et ta vie sera plus complète. Ça, merci. Ouais. Mais au sens de complétude du savoir, la philosophie, pour moi, regroupe toutes les autres disciplines. En fait, au début, je disais, tu sais, qu'en terminale, alors, je pense, pour ma défense, ça vient quand même un peu du prof, parce que franchement, quand il parlait, tu t'endormais. Mais c'est quand même bien qu'on ait eu des cours sur ça, même si je suis pas tout le temps allée. Mais limite, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est quand même un domaine qui ouvre énormément l'esprit, qui remet en question, peut-être, qui est assez intellectuel. Je sais pas si on pourrait peut-être en avoir plus tôt, par exemple, tu vois, d'être 12 ans. Peut-être que ce serait utile à la société, tu vois. Oui. Est-ce qu'à 12 ans, on est prêt? Bah, à 12 ans, est-ce qu'on pas. n'est pas encore dans une construction et il faut attendre un peu que la construction soit stabilisée pour commencer à mettre des doutes sur la construction? Parce que la philosophie met quand même potentiellement énormément de doutes dans une tête. Ouais. C'est vrai. En fait, à l'école, on nous apprend plein de trucs, par exemple, même au lycée. Et pourtant, j'avoue que je viens de te parler de 12 ans, mais par exemple, au lycée, t'as quand même 16 ans, on va dire. Et même là, je trouve que c'est quand même jeune, vu que t'es dans une période un peu où t'es un peu en crise adolescent, je trouve ça même jeune. En fait, d'un côté, je trouve que c'est le bon âge pour commencer à parler de ça. Parce qu'il faut pas non plus attendre 35 ans, mais en même temps, c'est très jeune, quoi. Je sais pas, il y a pas vraiment de question, c'est juste une pensée que j'ai. Mais en même temps, je trouve ça très jeune pour je trouve, avoir l'intelligence de penser à tout ça. Les 12 ans ou le niveau actuel où on enseigne la philosophie? Non, même le niveau actuel, c'est-à-dire plus lycée, où t'as quand même 16-17 ans. D'un côté, je trouve que c'est le bon moment. Et en même temps, quand moi je me revois à cet âge-là, je me dis, mais... Ouais, est-ce que j'étais vraiment prête? Je sais pas. Et encore, les questions ouvertes en terminale sont relativement gentilles. C'est un peu une esquisse de ce à quoi tu peux réfléchir, mais on n'est pas sur de questionnements systémiques sur est-ce que je suis vraiment capable de me dire que j'existe. Oui, non, mais je pense que de toute façon, les gens n'auraient pas vraiment le niveau pour répondre à ça. Peut-être pas déjà. Ouais, t'aurais beaucoup d'élèves en perdition. Est-ce que t'avais pensé, dans tes études littéraires, à être prof? Non, jamais. Okay. Je pense qu'il me manquerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Avec un élève volontaire, ça se passerait sûrement bien. Avec un élève récalcitrant qu'il faut aller chercher, qu'il faut charmer à la discipline, tout ça, non, ça serait pas mon truc. Ouais, mais c'est ça qui doit être dur en tant que prof. Parce que encore quand tu donnes des conférences pour les passionnés, ça doit être génial, mais oui, quand t'es... Mais je pense que la noblesse du métier de prof est dans cette capacité à aller chercher tous les élèves, mais non, ça, c'est pas ma vocation. Est-ce que t'avais du coup, si c'était pas écrivain ni prof, est-ce que t'avais je sais pas, un objectif dans ta tête en études littéraires ou pas du tout? C'est juste que c'était la voie qui te correspondait le mieux? C'était la voie qui... Non, pas forcément celle qui me correspondait le mieux, c'est aussi celle dans laquelle on a bien voulu me laisser aller. Ok, ouais, je comprends, faut suivre, faut faire avec ce qu'on a aussi. Du coup, on parlait donc des maisons d'édition, et tu disais donc c'est pas forcément la partie préférée d'un auteur, ce que je comprends. Est-ce que elles ont le droit de te demander de modifier ou changer ton texte quand tu le présentes? Est-ce que elles peuvent te demander des modifications ou pas? Oui, elles peuvent. Après, ça va toujours être un rapport aussi entre l'éditeur et l'auteur, mais il peut dire ou ça me convient pas là, ou ça va pas plaire au lecteur, ou ce serait mieux autrement. Il va y avoir un processus d'échange quand même. Et après, il peut y avoir des raisons juridiques où il veut pas publier, il veut que le texte soit tronqué. Mais c'est-à-dire que quand il dit oui, ça va pas plaire au lecteur, est-ce que ça atteint la créativité, ou toi c'est quoi ton avis, ou est-ce que tu trouves que c'est ok que les maisons d'édition donnent leur avis? Mon avis, dans un monde parfait, ce serait que l'auteur puisse décider de la couverture et qu'il ait son texte et qu'il n'y ait plus rien à redire dessus. Bah ouais, c'est aussi je suis pas auteur, mais c'est aussi mon avis, parce que du coup c'est bien d'avoir des avis, mais tu vois, c'est quand même ton œuvre, quoi, donc c'est ton point de vue et Oui, mais c'est mon œuvre. Si je tiens absolument quelque part à ce que ça soit mon œuvre pure et naïve, je peux la rendre disponible sur Internet.
Là, c'est un objet commercial. Ouais, c'est ça en fait, t'es obligé un peu de... Il y a toujours cette partie-là. C'est une entreprise qui publie quelque chose pour le vendre. C'est pas un mécène qui... Et encore, même les mécènes, il y a des choses derrière. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Après, je suppose que c'est quand même dans une moindre mesure qu'ils modifient. Ils peuvent pas non plus... S'ils veulent trop le modifier, il aura pas signé le livre. Oui, okay. Il est quand même séduit par l'objet à la base. Ouais, il y a quand même des... Comment dire ? Une moindre mesure, enfin... Oui, ouais, on s'est compris. Ça va être des petites touches, mais ça devrait pas être sur la structure de la chose, ou alors il va dire non, celui-là, il m'intéresse pas. Est-ce que t'avais peur la première fois que t'as publié ? Ou peur dans le sens... je sais pas, ça peut être le regard des autres, ça peut être les critiques. Est-ce que t'as eu peur ou pas du tout ? Oui, il y a toujours une grande peur de dire beaucoup de bêtises. C'est ce qui fait que la plupart du temps, je reste silencieux. Ça évite d'en dire. C'est vrai, c'est logique. Et du coup, après, quand elles sont écrites, c'est pire. Mais je sais pas. Peut-être de lire beaucoup de bêtises à côté, je me suis dit que les miennes n'étaient pas si grandes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu atténué la peur. Oui, t'as pris du recul. Moi, par exemple, la première fois que j'ai posté... je sais pas si j'ai eu peur, en vrai. La première fois que j'ai posté un podcast sur Spotify et tout, donc vraiment public, même s'il y avait pas beaucoup d'auditeurs, c'est même rassurant, d'ailleurs, je crois, au début, quand il y a pas beaucoup d'auditeurs. J'avais de la peur, mais est-ce que c'est... je crois qu'il y avait un mélange d'excitation, mais de peur. Mais je sais pas à quoi elle était due, la peur. Peut-être le regard des autres. Oui, mais le jugement, sûrement. Ouais. Est-ce que au niveau technique, ils vont dire quelque chose ? Est-ce que dans l'organisation, ils vont dire quelque chose ? C'est ça, en fait, surtout les débuts, en tout cas moi, il y a plein de choses à dire, mais en fait, il y avait de la peur, donc du jugement, je pense, t'as raison. Mais en même temps, elle était... c'était pas immense. Enfin, je pense comme toi, sinon ça nous a pas freiné. Enfin, oui, je pense que c'est un peu comme le track au théâtre. C'est aussi motivant. C'est ça. D'abord parce que finalement, quand on prend un peu de recul... la critique, bon, quand elle est méchante, mais sinon, on peut aussi la prendre positivement et essayer de voir s'il y a quelque chose à en faire pour progresser. C'est ça. Et non, mais ouais, ça devient même, c'est ça, une motivation. T'as bien fait de la peur, oui, toujours, du coup, ouais. Pour résumer. Oui, non, mais c'est ça, mais même, t'as bien fait de publier. Est-ce que t'as eu des critiques, que ce soit, du coup, des proches ou même des professionnels, quoi, des critiques littéraires ou autres Il y a eu des critiques pas forcément littéraires, parce qu'il n'y a pas eu assez de public. Mais oui, j'ai eu des retours de lecteurs plus ou moins proches. Et des fois ça va moins bien. Ouais. Ouais. Ça dépend sur quoi. Sur les poèmes, c'est plus difficile, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être mon rapport à la poésie, mais quand on me dit... oh, ça sonne pas comme il faudrait. J'aurais pas mis ce mot-là. Ok, bonhomme, mais écris ta poésie, quoi. Laisse la mienne tranquille. Oui, surtout que ça, c'est une critique assez... Enfin, c'est pas un truc objectif dans le sens... c'est très personnel comme appréciation. C'est ça. Le choix du mot, c'est vraiment personnel. Alors que, par exemple, je sais pas, t'écris un roman policier, on a mal compris la fin. Là, limite, tu dis, c'est peut-être pas assez... Enfin, je sais pas, tu vois, c'est un exemple, mais... Ok, donc ouais, est-ce que ça dépend peut-être de la critique qu'on te fait ? Ça dépend beaucoup déjà de la forme de la critique. Okay. Si la critique arrive très prétentieuse, très sûre d'elle et qu'elle a pas l'air de venir de quelqu'un qui est calé sur le sujet, elle va me passer au-dessus. Oui, mais je trouve que t'as raison du coup. Parce que si c'est pas, si c'est vraiment juste un avis comme ça, faut que ce soit constructif. Oui, et un peu présenté tel quand même. Si c'est méchant, même si c'est juste le caractère de la personne et qu'elle a raison, si c'est présenté méchamment, ça va pas bien passer tout de suite. Ouais, mais c'est ça. Non, mais t'as raison. C'est parce que toi, tu sais, t'y mets ton énergie, t'y mets, ta passion. Donc ouais, c'est. Moi, je sais que j'en ai eu, notamment de mes proches, mais je leur ai demandé, par exemple, par rapport au podcast, et je leur ai demandé, ils ont eu raison. Hein, et au début, ça m'a fait mal, mais je crois que c'est plus à l'ego. C'était vraiment pas les sentiments, c'est vraiment à l'ego. Et en fait, ils ont raison. Donc ça peut être très constructif les critiques. Mais effectivement, c'était amené gentiment. Donc, c'est vrai que je te dirais, si un jour j'ai une critique autre. Après, même amené gentiment, des fois, ça fait mal parce que ça peut être sur un point où t'as buté et ils vont pas le voir, mais ils vont quand même sentir qu'il y a un truc qui est pas bien. Et même un petit mot là-dessus, ça va tout de suite... Ouais, non, c'est vrai que c'est très personnel. Mais c'est bien quand même pour avancer, je trouve. Oui.
Donc, à un moment, tu nous parlais au début du podcast, des pièces de théâtre où tu en avais écrit. Alors, c'est 3 ou 2? Alors, j'ai dû dire 3, et en fait, en réfléchissant, il y en a que 2 de finalisés. D'accord. Ah, t'es sur une... On a des projets pour d'autres pièces, ou pièces ou romans, on ne sait pas. Mais d'accord. Il y a des débuts. Ah, trop bien. Et c'est vrai que j'avais pas... Enfin, je voudrais revenir dessus. Du coup, c'est 2 pièces finalisées. Est-ce que tu peux nous dire, c'est sur quel thème à peu près? Alors, il y en a une, la première qu'on a écrite, qui est sur la transmission de la haine, pour résumer. Comment dire ça? Pour la société actuelle? Parce que ça me fait penser, moi, aux réseaux sociaux. Non, pas du tout. Oui, mais c'est pas envisagé sous le prisme du réseau social. C'est envisagé presque d'individu ou de groupe d'individus à un autre individu. Comment pas ça va être transmis volontairement, c'est-à-dire c'est pas comment une démarche politique va influer sur un autre individu. C'est comment la transmission peut être plus passive. Dans la vie en général. Comme par exemple, mon voisin fait du bruit et je vais me mettre à faire du bruit aussi, sans forcément m'en rendre compte, juste parce que je suis habitué à ce niveau sonore. Et quelque part, dans les interactions humaines, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes les gens qui sortent du métro, eh ben, ils ont tendance à faire les moutons et à s'étaler le plus possible, parce que le voisin s'est étalé, il va se décaler aussi, et ça fait que la foule s'étale. Et la foule, quand tu arrives de l'autre côté, elle est très méchante envers toi. Elle mange tout l'espace. On est des moutons. Non mais oui, on est des moutons. Ouais. Mais c'est vrai que dans tout, en fait, c'est... C'est très très facile de se laisser porter par ça. Les phénomènes de meute et tout ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est souvent ça, même... Moi, tu vois, quand tu m'as dit un peu sur c'était quoi, j'ai pensé réseaux sociaux, mais aussi à l'école, par exemple, le harcèlement. Et c'est toujours... Alors, c'est peut-être lié à l'âge, mais c'est toujours un effet de meute, de groupe, de masse, de suivre... Je sais pas pourquoi il y a un effet mouton, c'est vrai, dans la psychologie humaine. Et ça permet l'accroissement aussi du phénomène, parce qu'un tel se sera permis une petite remarque, qu'un tel va se permettre une plus grosse remarque, ou le même, et que ça fait boule de neige. Ouais, peut-être qu'on veut appartenir à un groupe, tu sais. Mais du coup, en voulant appartenir à un groupe, bah, tu deviens méchant, tu deviens bête et méchant, quoi. Oui, surtout bête. C'est ça, ouais. Et la deuxième pièce, est-ce que c'est la même trame? Non, la deuxième pièce, c'est une pièce absurde qui dit un peu de certains mots de la société en essayant de rigoler un petit peu quand même. Ouais, il faut... Est-ce que c'est la deuxième qui est plus humoristique ou la première aussi Elle n'est pas forcément humoristique, mais elle est absurde. On peut avoir des relations très absurdes qui ne sont pas du tout humoristiques. On les prend avec humour à titre personnel quand on est confronté à elles, mais en soi, elles ne sont pas forcément humoristiques. Quand tu arrives face à l'administration et que on te renvoie vers A pour obtenir B, mais qu'en fait c'était C qu'il fallait, c'est tout à fait absurde et c'est pas toujours rigolo sur le moment. Ouais, non, mais c'est vrai que l'administration, mais faut même pas nous lancer sur le sujet. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est tellement pas logique, c'est fou. Hein. Mais même autre. Bon, là, j'ai pas d'exemple précis, mais il y a plein de choses dans la planète, c'est tellement pas logique. Ça a une logique, mais c'est pas une logique très humaine. Ouais, tu penses... par exemple, l'administration, quelle est la logique, tu vois? C'est qu'il y a une logique de cheminement interne à l'administration. On a besoin que l'utilisateur, enfin la personne... La personne nous confirme telle étape pour arriver à l'étape suivante, et nous confirme telle étape pour arriver à l'étape suivante. Et dans un autre service, ils vont avoir besoin d'autres étapes ou de la même étape. Est-ce qu'ils sont assez malins pour fusionner les différentes étapes si elles se ressemblent? Est-ce qu'ils sont assez malins pour regarder si les étapes sont contradictoires ou pas? C'est ça qui rend la chose humaine pour l'utilisateur. Mais si on ne se pose pas la question de renverser le point de vue, c'est là que ça devient ce que tu as appelé illogique et qui en fait est une logique interne qui n'est pas exposée à l'extérieur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve ça pas logique. non, mais on va rester sur pas logique alors. En tout cas, l'administration, là, t'as vraiment mis l'exemple, quoi. C'est vrai que des fois, Enfin, non, mais après, je comprends ton point de vue, mais ouais, tu dis c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est trop bien d'écrire sur ça, d'un peu de juger gentiment la société. On s'est bien amusé aussi. Par rapport à la première pièce, sur la deuxième, le processus d'écriture était plus mûr déjà. Donc la manière de décider
pas qui a raison, mais qui va l'emporter sur telle ou telle formulation a été beaucoup plus souple. Et oui, je sais pas, comme elle était décrétée absurde, on s'est permis des choses de... il y a tel personnage qui va répondre ça, juste parce que c'est un petit peu rigolo, et entre deux solutions, prenons la plus absurde. Est-ce que est-ce que tu préfères travailler seul ou à deux, ou peu importe? C'est pas peu importe. Je pense qu'il me faut toujours le noyau d'écrire tout seul. Que sur de la poésie, j'arriverai pas à écrire à deux. Ouais, c'est plus personnel peut-être. Il y a une telle exigence enfin de ma part en tout cas sur la forme, sur le rythme aussi, que je pourrais pas faire des concessions dessus. Et dans le travail à deux, il n'y a pas que trouver une meilleure solution. Des fois, il y a juste faire une concession. Ok. Quand t'es pas d'accord avec l'autre personne. Ouais. Vu qu'il faut que tu écrives quand même, il va falloir à un moment que tu ailles au-delà du désaccord. Et c'est pas forcément parce que tout le monde tombe d'accord. Donc tu dis ok. Oui, c'est juste tu dois avancer dans le projet. Un milieu. Ouais. Ah, j'avoue que ça doit être un autre exercice. J'avais pas pensé. J'avoue que je suis plutôt individualiste comme personne. Donc c'est vrai qu'en groupe, ça. Après, peut-être que ça t'apporte autre chose. Je sais pas. Peut-être plus d'idées, tu vois, de cerveau. Je sais pas. Oui, il peut y avoir ce phénomène-là aussi. C'est ça qui est intéressant. Et mais en gros, ça t'amène aussi à réfléchir sur toi et à aussi, je trouve, à mieux appréhender ta manière d'écrire quand tu te retrouves tout seul après. Donc, en gros, ça dépend plus du format. Quand tu aimes bien être à plusieurs ou seul, c'est plus le format dans le sens théâtre, poésie. Non, pas forcément, parce que là, par exemple, on réfléchit à écrire, au lieu d'une pièce de théâtre pour le prochain projet, peut-être un roman. Donc on reviendrait à un format où je peux aussi écrire tout seul. C'est vraiment, quelque part, plus le sujet, en fait. Parce que le sujet doit s'intégrer aussi dans ce qui existe de la relation avec l'autre personne. Il faut que je me dise que notre relation sait traiter le sujet. On sait échanger sereinement sur le sujet. Oui, un peu comme avoir un point commun. Enfin, pas un point commun, mais... je vois ce que tu veux dire. Que les deux cerveaux soient capables d'avoir une préhension correcte sur le sujet pour le traiter. Oui, voilà. Tu sais, des fois, j'essaie de résumer, mais il n'y a pas à résumer. Est-ce que tu as déjà écrit pour quelqu'un d'autre? Alors, qu'appelles-tu écrire pour quelqu'un d'autre? Je sais pas, ça peut être un livre, une biographie, ou même une poésie. Quand je dis ça, c'est que l'idée générale, par contre, ne vient pas de toi. Par exemple, quelqu'un qui arrive, est-ce que tu pourrais... je sais pas, écrire un livre sur tel sujet, mais tu sais, par exemple, l'idée vient pas de toi et le format non plus, la personne décrétait que c'était un livre et tel sujet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? J'ai déjà fait sur des choses universitaires pour rendre service, universitaire ou scolaire. J'ai déjà écrit des poèmes ou des livres à destination de quelqu'un, mais pour quelqu'un. Je pense pas qu'on puisse me payer assez cher pour me dédommager de la peine. Ouais, j'avoue. Parce qu'en plus, ma deuxième question qui était liée, c'est est-ce que du coup t'accepterais Non, ouais, pas forcément. Pas forcément. Non, parce qu'après... je comprends. Tu vas avoir des échanges avec la personne, elle va te dire que c'est pas comme ça qu'elle l'aurait voulu. On va retomber sur ta question de tout à l'heure sur les critiques sur la poésie. Ouais. Est-ce que c'est personnel? Non, je pense que ça va vite me gonfler et que faudrait vraiment que ça soit très très bien payé. Ouais, je comprends. En fait, je dis ça parce qu'il y a, il me semble, il y a certains écrivains, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas des écrivains comme Musso ou je sais plus qui, ou Marc Lévy, je sais plus. Donc des écrivains français assez connus quand même, qui vendent... Enfin, même moi, j'ai jamais lu, mais je connais. Et j'avais entendu comme quoi c'est pas eux qui écrivent tout le livre intégralement. Alors, je sais que ça a un nom, je sais plus, peut-être une main, le nom de la personne qui va écrire vraiment. Et je trouvais ça... Après, c'est mon avis, hein, mais je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, mais quand t'es écrivain, enfin, t'écris tout seul. Alors, je sais comment ça s'appelait. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Et peut-être qu'il faudra que tu coupes, mais ça s'appelait un nègre littéraire. Ouais. L'avantage, c'est que c'est payé. Donc,
Moi, j'ai changé de voie. Enfin, changé de voie. J'ai pris un emploi parce que aussi, ça payait pas suffisamment. Si tu veux continuer à travailler exclusivement dans ce domaine-là, peut-être aussi si t'as pas des compétences ailleurs, le fait d'écrire pour quelqu'un d'autre, ça te laisse dans ce domaine. Ça t'évite d'en sortir. Et ça fait aussi des contacts dans le milieu. Oui, tu réseautes. Parce que si tu écris pour Lévi, ça se sait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que il peut avoir... j'avais pas pensé à la question pratico-financière, mais je me demandais. Ok. Non, et donc toi, ce serait pas un exercice... Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour que tu trouves ton inspiration ou pas quand tu écris, que ce soit théâtre, roman où puisses-tu ton inspiration? La phrase était difficile à sortir. Mais elle est sortie. C'est ça. C'est très dépendant, en fait. Avec mon ami avec qui j'écris, par exemple, on est souvent parti sur des échanges au tac et où on sort une bêtise et où on se dit « Oh, ça ferait un bon sujet » et paf, on est parti sur le sujet. Assez spontané, du coup, de la vie. Très spontané, surtout sur l'absurde où je sais plus, sur une soirée, on disait « Oh, ça fait comme un bruit de silence. Ça ferait un très bon titre de pièce. Ouais. Ça ferait un bon sujet. » On est parti dessus. Sur des bouquins plus personnels, je sais pas, ça part d'un sentiment, ça part de quelque chose à dire, ça a pu partir de quelque chose à dire à quelqu'un qui n'a du coup pas été publié. Sur une poésie, c'est forcément plus un sentiment. Oui, c'est ça, c'est plus... je lis pas assez de poésie. Depuis tout à l'heure, dans ce podcast, je me dis, mais il faut vraiment que je lise plus de poésie, c'est apaisant, et pourtant, j'ai aucun recueil, je crois, chez moi. J'ai plus des romans. Enfin, j'ai que des romans, d'ailleurs. Mais ok. De toute façon, c'est assez personnel, l'inspiration. Est-ce que pour les 2 contes philosophiques que tu avais écrits, est-ce qu'il y avait de l'observation de la société aussi? Tu sais, Il y a forcément un peu d'observation de la société au sens où j'observe beaucoup. Je sais pas, tous les jours. J'ai une relativement bonne capacité d'observation. Donc, je pense qu'il y a forcément quelque part de l'observation. Oui, puis c'est important en plus de voir comment le monde fonctionne. Par exemple, tu parlais de l'administration. Alors c'est trop cool de le tourner à l'absurde, mais c'est un fait, quoi. Je pense que la plupart des gens s'en rendent compte que l'administration, par exemple, c'est complexe, mais je sais pas. On entend rarement des louanges dessus, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc forcément, oui, ça fait partie de la vie. Tu peux pas l'ignorer, quoi. Il faut pas d'ailleurs. Peut-être si t'as une phobie administrative, tu peux l'ignorer parce que tu t'y es pas frotté. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est apparemment. D'où vient la phobie? Ouais. Vraiment, c'est vrai que c'est une vraie phobie administrative. Ça me fait rire. Non, mais c'est fatigant. On va changer de sujet. Non, est-ce que pour finir, tu aurais un conseil à transmettre à par exemple, un jeune ou une jeune écrivain, que ce soit pour ne pas lâcher, pour la confiance en soi, pour les critiques, ou même pour trouver une maison d'édition? Est-ce que tu as quelque chose que tu dirais à cette personne? N'allume pas la télé et écris quelque chose tous les jours. Puis une fois que c'est écrit, de toute façon, si ça doit trouver un public, ça trouvera un public. Mais faut pas rester sur la procrastination et de se dire qu'on a le temps de faire autre chose et que c'est moins important. La première importance est là. Il faut que ça soit... Dans ton quotidien, en fait? Oui, c'est ça. Il faut que ça soit inscrit dans le quotidien et il faut surtout qu'il y ait un objet fini, il faut qu'il y ait un texte à présenter au public, sinon il n'y a rien à vendre. Oui, c'est ça, t'es obligé ouais, c'est ça, de pas procrastiner. S'il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à manger, et s'il n'y a rien à manger, il va falloir aller chercher à manger ailleurs. Ouais, donc moins de temps pour écrire. Mais c'est vrai que ça... tu viens de me faire penser à quelque chose... quand tu disais qu'une fois que c'est écrit, si ça doit trouver un public, ça trouvera un public... J'avoue, il faut peut-être... des fois, c'est bien de se remettre en question, mais il faut peut-être pas trop le faire, en fait, quand t'écris. Sinon, en fait, tu auras toujours peur de délivrer ton texte. Je pense qu'il faut pas forcément se remettre en question quand t'es déjà parti dans le processus d'écriture. Il y a un processus de réflexion avant de te lancer. Après, il faut suivre l'intuition.
Sinon, effectivement, si c'est toujours des questions, c'est pas possible d'avancer. Bon, bah écoutez, ne regardez pas la télé, c'était ça. Et écrivez tous les jours. Merci pour eux. J'espère que il y a des écrivains-écrivaines qui vont écouter, qui auront tous tes conseils. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. C'était un plaisir. De même. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Salut. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.